Un enfant autiste est entré en crise dans la salle de classe. Directrice, enseignante, psychologue, personne ne parvenait à le calmer. Jusqu'à ce que l'agente d'entretien de l'école fasse quelque chose qui laissa tout le monde en état de choc absolu. « Léo, arrête, tu vas te blesser !» Madame Martel, l'enseignante, recula. Le garçon de 8 ans projeta la chaise contre le mur. L'impact résonna dans le couloir. « Que quelqu'un appelle la directrice, maintenant !» 20 élèves se blottirent dans un coin de la salle. Certains pleuraient. Léo poussait des cris aigus, se bouchant les oreilles de toutes ses forces. Ses mains tremblaient de manière incontrôlée. La porte s'ouvrit avec violence. « Que se passe-t-il ici ?» Madame Fournier, la directrice, entra, tablette à la main, ses talons claquant sur le sol. Madame Dubois, la psychologue, la suivait de près, déjà au téléphone. « Léo, respire profondément. Regarde-moi. » Le garçon ne regarda pas. Il courut sous le bureau, se recroquevilla. Il se cognait la tête contre sa propre jambe. 1, 2, 3 fois. Mon Dieu, il va vraiment se faire mal. Julie Martel tenta de s'approcher. Léo hurla plus fort. Il donna un coup de pied dans le bureau. Patricia Dubois s'agenouilla à 3 mètres de lui. Léo, personne ne te fera de mal. Nous sommes là pour t'aider. Il se boucha les oreilles encore plus fort. Du sang coula de son nez. Depuis le couloir, une femme en blouse bleue assistait à la scène. Cheveux grisonnants attachés en chignon, mains calleuses agrippées aux manches d'un balai. Claire resta immobile sur le seuil, observant chaque mouvement du garçon. « Appelez une ambulance !» ordonna Béatrice Fournier. « La situation est hors de contrôle. » Robert, l'agent de sécurité, composait déjà le numéro. Patricia tentait d'appliquer le protocole de crise. Julie pleurait, adossée au mur. Léo continuait de se débattre, à bout de force. Claire lâcha son balai. Elle fit un pas à l'intérieur de la salle. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» Béatrice Fournier lui barra le passage. Elle posa la main sur la poitrine de Claire. « Retournez à votre travail, immédiatement. » Claire regarda Léo, puis la directrice. « Je peux aider cet enfant. » Toute la pièce se figea. Comment une simple agente d'entretien pouvait-elle penser réussir là où toutes les professionnels avaient échoué? Le mouvement des mains de Léo. Claire connaissait ce schéma. Elle l'avait déjà vu. Son esprit retourna 15 ans en arrière. Thomas avait 6 ans. Assis par terre dans le salon, il se balançait d'avant en arrière. Ses mains couvraient ses oreilles avec la même force désespérée. « Thomas, mon chéri, regarde maman. » Il ne regardait pas. Il continuait de se balancer. Claire s'approcha doucement, sans un bruit. Elle commença à fredonner tout bas, une mélodie simple, répétitive. Thomas arrêta de se balancer pendant 2 secondes. Claire continua de chanter. Elle frappa dans ses mains en rythme. 1, 2, 3, pause. 1, 2, 3, pause. Les yeux du garçon se tournèrent dans sa direction. « C'est ça, mon amour. Tu m'entends ?» Cela prit des mois. Mais Claire apprit. Elle découvrit que Thomas n'avait pas besoin de cris ou de protocoles rigides. Il avait besoin de schémas, de musique, de rythme, de prévisibilité. Il commença à communiquer, à sourire, à dormir des nuits complètes. À 12 ans, Thomas était un autre enfant. Puis vint ce mardi. Claire nettoyait la maison d'une cliente. Le téléphone sonna. C'était l'école. « Madame Moreau, il y a eu un accident. » Thomas avait traversé la rue en courant après un ballon. Le conducteur ne l'avait pas vu. Il avait freiné trop tard. Claire arriva à l'hôpital en 15 minutes. Il était déjà trop tard. Elle tint la main froide de son fils pendant 3 heures. Elle ne pleura pas. Elle n'y arrivait pas. Elle regardait seulement ce visage tranquille, enfin en paix. À l'enterrement, quelqu'un suggéra qu'elle chante. La chanson qui calmait toujours Thomas. Claire ouvrit la bouche. Aucun son n'en sortit. Elle ne chanta plus jamais. Elle rangea les partitions. Elle donna les instruments. Elle accepta n'importe quel travail qui se présentait. Supermarché, snack-bar, immeuble. Jusqu'à ce que 6 ans plus tôt, le poste d'agente d'entretien à l'école primaire Victor Hugo se libère. « Pourquoi voulez-vous travailler ici ?» lui avait demandé la directrice précédente. « J'ai besoin d'être entourée d'enfants », avait répondu Claire. C'est la seule chose qui ait encore un sens. Elle commença le lendemain. Elle nettoyait les salles, les couloirs, les toilettes. Mais elle observait toujours. Elle voyait des enseignants fatigués, des élèves agités,
Des enfants à besoins spécifiques traités comme des problèmes à résoudre. Et elle se taisait, parce qu'elle n'était que l'agente d'entretien. Un cri aigu déchira ses souvenirs. Claire cligna des yeux. Elle était de retour dans la salle de classe. Léo était toujours sous le bureau, se débattant. Béatrice hurlait des ordres. Patricia tentait de le calmer sans succès. Mais Claire avait vu quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Le schéma des mains de Léo. La façon dont il se frappait la jambe. Ce n'était pas une crise aléatoire, c'était de la communication. Il essayait de dire quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Et Claire savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle repoussa la main de Béatrice et entra dans la salle. « Je vous ai dit de sortir !» Béatrice attrapa le bras de Claire. Elle serra fort, la ramena dans le couloir. « Vous n'avez pas l'autorisation d'entrer dans cette salle. Vous n'avez pas la formation. Vous n'avez pas de diplôme. » Claire se dégagea. « Je sais ce dont ce garçon a besoin. »« Vous le savez ?» Béatrice eut un petit rire méprisant. « Vous qui nettoyez les toilettes, vous en savez plus que la psychologue diplômée, plus que moi, qui dirige cette école depuis 8 ans. » Patricia apparut à la porte. Elle regarda Claire avec un mépris à peine dissimulé. « Béatrice, l'ambulance arrive dans 5 minutes. Suivons le protocole. »« Vous allez lui administrer un sédatif ?» demanda Claire. « Nous ferons le nécessaire pour le protéger, » répondit froidement Patricia. « Il n'a pas besoin de sédatif, il a besoin de quelqu'un qui comprenne ce qu'il essaie de communiquer. » Béatrice croisa les bras. « Et vous comprenez? Sur quelle base? Avez-vous nettoyé une salle spécialisée dans l'autisme à mon insu ?» Les élèves observaient à travers la vitre de la porte. Julie sortit de la salle, le visage blême. « Madame Claire, s'il vous plaît, laissez les professionnels faire leur travail. La situation empire. » Claire regarda à l'intérieur de la salle. Léo était plus faible maintenant. Ses mouvements ralentissaient. L'ambulance arriverait d'un moment à l'autre. « Donnez-moi 2 minutes. »« 2 minutes pourquoi ?» s'emporta Béatrice. « Pour lui chanter une berceuse, le calmer avec des câlins de grand-mère. »« Exactement. » Silence. Patricia se mit à rire. Un rire franc d'incrédulité. « Vous ne pouvez pas être sérieuse. »« Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. » Béatrice s'approcha, à quelques centimètres du visage de Claire. « Écoutez-moi bien, vous êtes une employée de cette école. Vous n'êtes pas sa mère, vous n'êtes pas thérapeute, vous n'êtes rien d'autre qu'une agente d'entretien qui sort complètement de son rôle. » Chaque mot était comme une gifle. « Si vous entrez dans cette salle et que vous touchez cet enfant, je vous licencie sur le champ. Et je vous garantis que vous ne travaillerez plus jamais dans aucune école de cette ville. C'est compris ?» Claire sentit sa poitrine se serrer. Ses mains tremblaient. L'image de Thomas lui revint à l'esprit. Et si elle avait tort? Et si elle essayait d'aider et ne faisait qu'aggraver les choses? Et si Léo se blessait à cause d'elle? Peut-être que Béatrice avait raison. Peut-être n'était-elle qu'une agente d'entretien, essayant de revivre son fils à travers un enfant inconnu. « Claire ?» Une voix douce brisa le silence. Sophie Bernard arriva en courant dans le couloir. Les cheveux en désordre, les yeux rouges. La mère de Léo venait d'arriver. « Qu'arrive-t-il à mon fils ?» Béatrice changea immédiatement de ton. « Sophie, Léo a fait une crise. Nous maîtrisons la situation. L'ambulance est en route. Vous maîtrisez ?» Sophie regarda par la porte. Elle vit son fils sous le bureau, en sang. « Ça n'a pas l'air maîtrisé du tout. » Elle tenta d'entrer. Patricia la bloqua. « Sophie, vous devez vous calmer. Votre présence pourrait l'agiter davantage. Je suis sa mère, et nous sommes les professionnels. S'il vous plaît, laissez-nous travailler. » Sophie regarda autour d'elle. Elle vit Julie en larmes. Elle vit Robert au téléphone. Elle vit Béatrice avec une expression tendue. Puis elle vit Claire. « Vous êtes l'agente d'entretien qui laisse toujours des dessins dans son cahier. » Claire cligna des yeux, surprise. « Il me les a montrés. Chaque semaine, quand vous nettoyez la salle, vous laissez un dessin différent sur la première page. Il adore ça. »« Je ne savais pas qu'il le remarquait, » murmura Claire. « Léo remarque tout. » Sophie s'approcha. « Vous connaissez mon fils ? » Je l'observe. Depuis des mois. » Béatrice leva les yeux au ciel. « On est en plein cirque. Sophie,
Signez ici l'autorisation pour une sédation légère. Nous allons régler cela correctement. » Elle lui tendit un formulaire et un stylo. Sophie regarda le document, puis Claire. « Vous pensez que vous pouvez aider Léo ? » »« Je le pense. » »« Sur quelle base ?» Claire inspira profondément. « J'ai eu un fils autiste, Thomas. Il est mort il y a 6 ans. Mais avant cela, j'ai appris à communiquer avec lui d'une manière qu'aucun thérapeute n'avait réussi. Non pas parce que j'étais meilleur qu'eux, mais parce que je prêtais attention. Vraiment. » Les mots sortirent, fragiles. C'était la première fois que Claire parlait de Thomas à quelqu'un de l'école. Sophie essuya une larme. « Et vous pensez que Léo essaie de communiquer ? » ?»« J'en suis certaine. » Béatrice intervint, la voix forte. « Sophie, pour l'amour de Dieu, ne laissez pas une employée sans qualification toucher votre fils. Nous avons des protocoles, nous avons une responsabilité légale. »« Des protocoles qui n'ont jamais fonctionné », explosa Sophie. « Léo fait des crises ici tous les mois. Tous les mois vous m'appelez, tous les mois j'accours, désespéré, et rien ne change. » Patricia tenta de la calmer. « Nous suivons les meilleures pratiques. » « Les meilleures pratiques ?» Sophie montra l'intérieur de la salle. « Regardez l'état de mon fils, c'est ça vos meilleures pratiques ?» La sirène de l'ambulance se fit entendre au loin. Sophie regarda Claire, puis Béatrice. Elle prit une décision. « Madame Claire a 2 minutes. Si ça ne marche pas, vous ferez ce que vous voudrez. Sophie, je ne peux pas autoriser, vous allez l'autoriser. Ou je retire Léo de cette école aujourd'hui même et je vous poursuis pour négligence. » Béatrice devint écarlate. Elle ouvrit la bouche, la referma. Elle chercha du soutien du côté de Patricia. Patricia se contenta de secouer la tête. « 2 minutes, » dit Béatrice entre ses dents. « Pas une seconde de plus. » Claire regarda la salle. Léo était presque évanoui d'épuisement. L'ambulance à moins de 2 minutes. 20 pères Dieu attendant de la voir échouer, et un enfant qui avait désespérément besoin d'être compris. Claire entra dans la salle. Claire marcha lentement vers Léo, sans se presser, sans faire de bruit. « Ne vous approchez pas trop !» cria Patricia. Claire l'ignora. Elle s'agenouilla à 2 mètres du garçon. Léo leva la tête. Ses yeux rencontrèrent ceux de Claire. Mais il n'y avait aucune reconnaissance. Juste de la panique pure. « Léo, mon grand, c'est Claire. Tu m'as déjà vu nettoyer ta classe. » Il ne répondit pas. Il recommença à se boucher les oreilles. Claire prit une profonde inspiration. Elle commença à fredonner. La mélodie sortit bas, presque un murmure, la même qu'elle chantait à Thomas. 1, 2, 3 notes, pause, 1, 2, 3. « Qu'est-ce qu'elle fabrique ?» chuchota Béatrice. Léo continuait de se boucher les oreilles, mais ses mouvements devinrent un millimètre moins brusques. Claire augmenta très légèrement le volume. Elle garda le rythme. Frappa doucement dans ses mains. 1, 2, 3. Pause. « Ça ne marchera pas, » marmonna Patricia. Mais Sophie fit un pas de plus dans la salle. Claire le vit. Elle continua à chanter. Elle ajoutait maintenant des mouvements de main, non pas erratiques, prévisibles. Toujours le même schéma. Léo écarta les mains de ses oreilles pour la première fois. 3 secondes. Juste 3 secondes. Mais c'était un début. « Continuez comme ça, Claire, » murmura Sophie. Claire chanta une fois de plus la séquence complète. Frappement de main, pause, mouvement de main, pause. Léo bougea, il tourna légèrement le corps. Il la regardait. « Son état s'améliore », chuchota Julie depuis l'extérieur. Patricia secoua la tête. « C'est juste une réponse temporaire au stimulus auditif. Ça ne signifie rien. » Mais Robert recula. Il rangea son téléphone dans sa poche. L'ambulance était encore à quelques minutes. Claire continua. Elle chantait de toute son âme. La mélodie qu'elle avait répétée des milliers de fois avec Thomas. La chanson qu'elle s'était jurée de ne plus jamais chanter. Léo bougea davantage. Il commença à s'extraire de sous le bureau. « Il sort !» cria quelqu'un dehors. Claire garda le rythme. Ni plus vite, ni plus lent. Exactement le même. Rassurant. Prévisible. Léo se mit à genoux. Tremblant encore. Toujours du sang sur le visage. Mais conscient. « Claire, vous pouvez y arriver », murmura Sophie. Claire frappa plus fort dans ses mains maintenant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Léo commença à frapper dans ses mains lui aussi. De façon désordonnée au début. Mais il essayait, échouait, réessayait. 1, 2,
4. Presque, mon grand. Presque, chuchota Claire. Elle chanta à nouveau, frappa des mains à nouveau. 1, 2, 3. Léo essaya. 1, 2, 3. Il avait réussi. Sophie mit la main devant sa bouche, retenant un cri. Encore, demanda Claire. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Léo continuait. Ses yeux étaient moins hagards maintenant, toujours effrayés, mais présents. C'est de l'improvisation comportementale à court terme, dit Patricia à voix haute. Dès qu'elle arrêtera, il retournera à son état antérieur. Laissez-la finir, répliqua Sophie en colère. Claire ajouta un nouvel élément. Elle commença à varier le rythme. 2, 1, 3, 1, 1, 2. Léo fut décontenancé. Il s'arrêta, respira bruyamment. Claire revint au schéma original. 1, 2, 3. Il la suivit. Il apprend, chuchota Claire. Tu es très intelligent, Léo. Le garçon la regarda dans les yeux pendant presque 5 secondes d'affilée. La première véritable connexion depuis le début de la crise. Combien de temps encore ? Demanda Béatrice tendue. 3 minutes, répondit Robert. Claire continua. Le schéma se répétait. Frappement, pause, mouvement, pause. Léo était plus calme maintenant. Les tremblements s'atténuaient. Le sang sur son visage séchait. Mais Claire sentait que quelque chose n'allait pas. Son intuition de mère. Il se passait autre chose. Ce n'était pas juste une crise comportementale. Léo n'était pas seulement effrayé. Léo avait mal. Elle changea de stratégie. Elle garda la musique, mais commença à parler en chantant. « Léo, ça va? Tu me comprends ?» Il cligna des yeux. Une fois, puis encore. Claire comprit le code. Clignement d'yeux, oui et non. Tu as mal quelque part? Un clignement, fort. Oui. Tu as mal partout? 2 clignements. Rapide. Non. À la tête? 2 clignements. Au ventre? 2 clignements. À l'oreille? Un clignement si intense que Léo se serra la tête. Sophie sortit de la salle en courant. Il a mal à l'oreille, il a peut-être une infection. Béatrice se tourna vers elle. Comment le savez-vous? Parce que Claire a réussi à communiquer avec lui, ce que vous n'avez jamais réussi à faire. La sirène de l'ambulance était toute proche maintenant. Claire continuait de chanter, continuait de frapper des mains, continuait de garder Léo calme, mais elle le savait. Cet enfant n'avait pas besoin d'un sédatif. Il avait besoin d'un médecin. Ne la laissez pas s'arrêter, hurlait Sophie. Elle l'aide. Béatrice était sans voix. Patricia avait les yeux fixés sur Claire et Léo. Le garçon fredonnait maintenant avec Claire. Pas les mots, bien sûr, mais la mélodie, le rythme. Il communiquait de la seule façon possible. Et enfin, quelqu'un le comprenait. La porte de la salle s'ouvrit brusquement. Les ambulanciers entrèrent avec un brancard. « Écartez-vous, nous allons devoir le sédater pour un transport sécurisé. Attendez !» cria Sophie. « Il n'est pas en crise, il souffre. Madame, le protocole exige. » « Au diable le protocole !» Sophie désigna Claire. « Cette femme a découvert qu'il avait une otite. Il a besoin d'un médecin, pas d'un calmant. » L'ambulancier le plus âgé regarda Claire. « C'est vrai !» Claire continuait de chanter. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Si elle s'arrêtait, Léo paniquerait à nouveau. « Il a cligné une fois quand j'ai demandé pour l'oreille. » répondit Claire, sa voix toujours chantante. « Ce n'est pas un diagnostic médical, dit un ambulancier. Non, concéda Claire, mais c'est de la communication. Ce garçon essayait de dire qu'il avait mal. Personne n'a été capable de le comprendre jusqu'à présent. » L'ambulancier le plus expérimenté approcha une lampe stylo de l'oreille de Léo. Le garçon se recroquevilla. Claire augmenta immédiatement le volume de sa chanson. « Là, dit l'ambulancier en montrant. Inflammation nette, otite moyenne probable. Cela provoque une douleur intense et peut déclencher des crises chez les enfants du spectre. » Béatrice perdit toutes ses couleurs. « Si nous lui avions administré un sédatif selon le protocole, nous aurions masqué un diagnostic médical, » poursuivit l'ambulancier. Il regarda Claire. « Vous avez probablement épargné une procédure inutile à ce garçon. » Claire continuait de chanter. Ses yeux s'embuaient de larmes, ses mains tremblaient en frappant. Thomas. Tout cela, c'était pour Thomas. Et enfin, à travers Léo, elle parvenait à faire une différence.
L'encadrement de la porte était plein. Tous les élèves regardaient. Béatrice, immobile. Patricia, l'expression indéchiffrable. Et Léo, enfin compris, qui chantonnait avec Claire en lui tenant la main. Les ambulanciers emmenèrent Léo sur le brancard, Claire chantant toujours à ses côtés. Sophie monta avec eux. La mélodie se poursuivait, résonnant maintenant dans le couloir de l'école. Claire ne s'arrêta que lorsque Léo fut allongé sur le brancard. Le garçon recommença immédiatement à s'agiter. « Continuez à chanter », demanda l'ambulancier. « Ça le maintient calme pour le transport. » Claire se pencha au-dessus du brancard. Elle continua la mélodie, tandis que l'ambulance quittait la cour de l'école. Ce n'est que lorsque Léo s'endormit, légèrement sédaté par les ambulanciers pour son confort durant le trajet, que Claire put enfin respirer. Elle descendit de l'ambulance à l'hôpital. Sophie la serra fort dans ses bras. « Merci, 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 merci. » Claire se contenta de hocher la tête. Elle était encore sous le choc. Un pédiatre examina Léo aux urgences. Il confirma « otite moyenne sévère », probablement depuis des semaines. S'il avait été sédaté sans examen préalable, l'infection aurait pu s'aggraver, expliqua le médecin. Cela aurait pu causer des problèmes auditifs permanents. Sophie regarda Claire avec un mélange d'admiration et de culpabilité. Je n'ai rien remarqué. Il se plaignait, mais je pensais que c'était juste l'autisme, qu'il ne gérait pas les bruits. Il parvenait à communiquer, dit doucement Claire. Il fallait juste que quelqu'un apprenne son langage. On lui prescrivit des antibiotiques, des antalgiques, du repos. Léo dormit toute la nuit sans crise, pour la première fois depuis des semaines. Sophie sortit de la chambre où Léo se reposait. Elle trouva Claire dans la salle d'attente. « Vous devriez rentrer vous reposer. Vous retournez à l'école demain ?» Claire cligna des yeux, sortant de ses pensées. « Je ne sais pas. La directrice a dit qu'elle me licencierait si j'entrais dans cette salle. Béatrice Fournier ne fera rien de tel, » répondit Sophie avec conviction. « Elle sait que vous avez sauvé mon fils et qu'elle a failli lui causer des torts irréversibles avec son protocole bureaucratique. Même ainsi, je ne suis qu'une agente d'entretien. Je n'ai pas de diplôme, pas de qualification. »« Vous avez bien mieux, » l'interrompit Sophie. « Vous avez la compréhension, l'empathie, l'expérience concrète des enfants autistes, des choses qu'aucun diplôme ne garantit. » Claire esquissa un faible sourire. Elle rentra chez elle ce soir-là, dans sa petite maison. Trop petite pour deux depuis la mort de Thomas. Juste pour une, maintenant. Elle s'assit sur le lit. Au mur, il y avait une photo. Thomas, souriant. 7 ans. Ce sourire que Claire n'avait pas vu depuis 6 ans. Sa voix était sortie. La mélodie qu'elle avait juré de ne plus jamais chanter. Et ça avait marché. Ça avait sauvé un garçon. Ça avait honoré la mémoire de son fils. Claire ferma les yeux et pleura. Pour la première fois en 6 ans, elle pleura vraiment. Pas de désespoir, mais de soulagement, d'avoir trouvé un but. Thomas était avec elle tout ce temps. Et maintenant, à travers Léo, il aiderait aussi d'autres enfants. Le lendemain matin, Claire se prépara. Elle enfila sa blouse. Elle prit son balai. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait à l'école. Un licenciement? Du rejet? Encore plus de mépris de la part de Béatrice? Elle ouvrit la porte de l'école. Béatrice Fournier l'attendait dans le hall. Claire se prépara au pire. « Claire, » commença la directrice, « je vous dois des excuses. » Claire cligna des yeux, surprise. « Ce que vous avez fait hier était extraordinaire, pas seulement parce que vous avez aidé Léo, mais parce que vous avez exposé nos limites, nos échecs. » Béatrice inspira profondément. « J'avais tort. Sur vous. Sur le protocole, sur tout. Madame la directrice, Ne dites rien pour l'instant. J'ai appelé l'inspection académique hier soir. J'ai tout raconté. Ils veulent vous parler. Pour créer un programme de communication alternative pour les élèves autistes. » Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Un programme? Avec vous comme consultante, » poursuivit Béatrice. « Évidemment, vous recevrez une compensation appropriée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez arrêter complètement le nettoyage. Si vous voulez reprendre des études, nous les financerons, tout ce dont vous aurez besoin. » Claire était encore en train d'encaisser. « Et Léo? Léo sort aujourd'hui. Les antibiotiques font déjà effet.
Sa mère veut que vous soyez sa thérapeute en communication. Elle vous a demandé personnellement. Claire sentit à nouveau les larmes lui brûler les yeux. Enfin, quelqu'un voyait au-delà de la blouse bleue. Voyait Claire, pas comme l'agente d'entretien, mais comme quelqu'un qui avait quelque chose de précieux à offrir. Claire suivit Béatrice jusqu'à son bureau. Sur la table, il y avait un rapport imprimé, des photos de Léo, les notes d'observation de l'ambulance, l'avis du médecin de l'hôpital. Ceci documente tout ce qui s'est passé, expliqua Béatrice. Je l'ai envoyé à l'inspection avec mon analyse personnelle. Claire prit le document et lut. L'inspection reconnaissait l'intervention de Claire comme un exemple de méthodologie alternative efficace et suggérait l'institutionnalisation du programme dans les écoles de la circonscription. Ils veulent vous rencontrer la semaine prochaine, continua Béatrice, mais avant cela, il nous faut plus d'informations. Comment avez-vous développé cette technique? Avec votre fils? Claire hocha lentement la tête. Thomas, il était autiste lui aussi, diagnostiqué à 3 ans. Les thérapeutes disaient qu'il ne communiquerait jamais de manière conventionnelle, qu'il n'y avait pas d'espoir. Mais il y en avait, murmura Béatrice. Oui, j'ai simplement commencé à observer ce qu'il faisait, ses schémas, ses sons, ses réactions, et j'ai réalisé que tout cela était de la communication. Il n'était pas cassé, il parlait juste une langue que personne n'avait la patience d'apprendre. Béatrice écouta en silence. Ça a pris du temps, des mois. Mais finalement, Thomas a commencé à communiquer avec moi par des sons, des rythmes et des schémas visuels. Ce n'était pas la parole, mais c'était un vrai dialogue. Et quand il est décédé, j'ai arrêté d'utiliser ces techniques. J'ai tout rangé. Je pensais que je n'en aurais plus jamais besoin. Jusqu'à Léo, confirma Claire. Quand j'ai vu ces schémas, j'ai immédiatement reconnu Thomas. Et je me suis souvenu que si je n'essayais pas, personne ne le ferait. Béatrice se leva. Claire, vous devez comprendre ce que vous avez créé. Ce n'est pas simplement une technique, c'est une philosophie, une manière différente de voir les enfants autistes. Non pas comme des problèmes, mais comme des personnes utilisant un langage différent. Beaucoup le pensent déjà, répondit prudemment Claire. En théorie, oui, mais en pratique? Béatrice montra la fenêtre vers les salles de classe. Nous utilisons des protocoles rigides. Nous attendons des enfants qu'ils rentrent dans des cases. Quand ils n'y arrivent pas, nous administrons des médicaments ou nous les isolons. Vous avez fait l'inverse. Vous êtes entrés dans leur monde. Claire n'y avait jamais pensé de cette façon. Sophie a encore appelé ce matin, poursuivit Béatrice. Léo va déjà mieux. L'anti-inflammatoire fonctionne et elle a insisté pour que vous travailliez avec lui. Pas un thérapeute certifié, vous. Mais je n'ai pas de certification. Vous avez mieux, vous avez des résultats prouvés. Vous avez une méthode qui marche et vous avez une empathie sincère. Béatrice se pencha en avant. La question est, voulez-vous le faire? Laisser le nettoyage de côté et travailler comme consultante en communication? Claire sentit le poids de la question. Depuis la mort de Thomas, elle avait évité tout ce qui pouvait la lier au monde de l'éducation spécialisée. C'était trop douloureux, trop proche. Mais hier, en chantant pour Léo, elle avait à nouveau ressenti un but. Elle avait senti Thomas à ses côtés. « Oui, » répondit Claire, « je le veux. » Béatrice sourit sincèrement pour la première fois depuis qu'elle se connaissait. « Alors commençons. Vous travaillerez avec Léo 3 fois par semaine, et nous allons tout documenter. Chaque séance, chaque progrès, chaque technique utilisée, pour que nous puissions le présenter à l'inspection avec des données concrètes. Quand est-ce qu'on commence? Aujourd'hui, Sophie vous attend à l'hôpital à 14 heures. Claire regarda sa montre. Elle avait 3 heures. Son cœur s'emballa. Elle conduisit jusqu'à l'hôpital, les mains tremblant sur le volant. Elle se gara, respira profondément. Elle entra dans la chambre où se trouvait Léo. Le garçon était réveillé. Sophie lisait un livre à côté de lui. Quand il vit Claire, son visage s'illumina. Il l'avait reconnue. « Bonjour, Léo », murmura Claire en s'approchant. Le garçon tendit la main. Claire la prit.
Sa peau était chaude, ses yeux encore un peu larmoyants à cause de la douleur, mais conscients, présents. Ta maman m'a demandé de venir te voir, pour t'aider à mieux communiquer. Léo cligna une fois des yeux. Oui. Tu veux essayer quelque chose avec moi? Un clignement. Claire s'assit sur le lit. Elle commença à frapper doucement dans ses mains. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Léo l'imita. 1, 2, 4. Presque. Essaie encore. 1, 2, 3. Il avait réussi. Sophie pleurait silencieusement en regardant. Pendant 1 heure, Claire travailla avec Léo, introduisant des schémas, observant les réponses, ajustant son approche en fonction de ses réactions. Ce n'était pas de la thérapie conventionnelle. C'était de la communication pure. Quand Claire se leva enfin pour partir, Léo lui attrapa la main. Il ne la lâcha pas. « Je reviens demain, d'accord ?» chuchota Claire. Léo cligna une fois des yeux. « Oui. » Quand Claire quitta l'hôpital, Sophie la raccompagna. « Vous avez changé sa vie, celle de toute notre famille. » « Il est encore trop tôt pour parler d'un changement permanent, » répondit Claire avec la prudence professionnelle qu'elle avait développée en écoutant les thérapeutes parler de Thomas. « Non, ce n'est pas trop tôt, » la contredit Sophie. « Vous avez fait sentir à Léo qu'il méritait d'être compris, que sa façon de communiquer était valide, qu'il n'y avait rien qui clochait chez lui. Il est juste différent. » Claire cligna des yeux, maîtrisant son émotion. « C'est exactement ce que je pensais de Thomas. » « Alors faites pour Léo ce que vous n'avez pas pu faire pour votre fils, » demanda doucement Sophie. « Continuez à aider. Continuez à enseigner aux autres comment comprendre les enfants autistes. » Claire hocha la tête. Elle rentra chez elle ce soir-là avec une mission. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une vocation. Et enfin, elle savait exactement quel était son rôle dans ce monde. Les jours suivants, Claire prépara sa réunion avec l'inspection académique. Elle rassembla toute la documentation, photos de Léo avant et après l'intervention, vidéos des séances de communication, rapports de l'hôpital confirmant l'otite, témoignages de Sophie sur la transformation de son fils. Mais il y avait un problème. Claire n'avait pas de diplôme, pas de certification. Elle n'avait aucune qualification formelle pour prouver au monde qu'elle était compétente. La veille de la réunion, elle était assise dans sa cuisine, tous les papiers étalés sur la table. Elle regarda la photo de Thomas au mur. « J'ai peur », chuchota-t-elle. La photo ne répondit pas, bien sûr, mais Claire continua de parler. « Et s'ils disent que ma méthode est de la pseudo-science, s'ils remettent en question mon approche, s'ils me demandent des diplômes que je n'ai pas ?» Elle prit un papier, commença à écrire, pas pour l'inspection, pour elle-même. Pourquoi ça a marché avec Thomas? Observation continue, patience, volonté de comprendre plutôt que de corriger. Acceptation que la communication n'est pas forcément verbale. Pourquoi ça a marché avec Léo? Les mêmes raisons. Plus d'empathie, moins de protocole, plus d'humanité. Claire arrêta d'écrire. Elle se renversa sur sa chaise. La vérité était simple. Elle n'avait pas besoin d'un diplôme pour savoir ce qu'elle savait. Elle en avait la preuve vivante. Le lendemain matin, à 8 heures, Claire entra dans la salle de réunion de l'inspection. 6 personnes autour d'une table, 2 hommes, 4 femmes, tous avec des badges officiels. L'un d'eux se leva. « Claire Moreau, bienvenue. Je suis le coordonnateur de l'éducation spécialisée, monsieur Frédéric Lambert. Enchanté, » répondit Claire, la voix légèrement tremblante. « Madame Fournier nous a raconté ce qui s'est passé avec Léo Bernard. C'est une histoire extraordinaire. Mais avant d'aller plus loin, je dois vous poser quelques questions difficiles. » Claire prit une profonde inspiration. « Je vous en prie. Avez-vous une formation en ergothérapie, en orthophonie, une quelconque qualification en éducation spécialisée? Non. Avez-vous une expérience professionnelle documentée dans ce domaine? Non. Donc, en gros, vous êtes une agente d'entretien qui a utilisé son intuition et sa créativité avec un enfant en crise, et par chance, ça a fonctionné? » La femme à côté du coordonnateur se tourna vers lui d'un air réprobateur. Claire sentit le sol s'effondrer, mais elle inspira profondément. Techniquement, oui, mais ce n'est pas de la chance, c'est de la compréhension. De la compréhension. Le coordonnateur haussa un sourcil. J'ai eu un fils autiste.
J'ai passé 7 ans à apprendre à communiquer avec lui, d'une manière que la médecine conventionnelle jugeait impossible. Quand j'ai vu Léo en crise, j'ai reconnu les mêmes schémas, et j'ai appliqué ce que j'avais appris. Mais vous ne pouvez pas simplement appliquer des techniques non validées sur les enfants des écoles publiques, argumenta le coordonnateur. La femme à côté de lui prit enfin la parole. « Monsieur Lambert, ce garçon avait une otite. Elle l'a diagnostiqué par la communication alors que nous n'y arrivions pas. Le médecin l'a confirmé. C'est un résultat. » « Un résultat n'est pas une méthodologie, » répliqua-t-il. « Je suis d'accord, » l'interrompit Claire. « C'est pour cela que je suis ici. Pour valider, pour documenter, pour enseigner à d'autres comment faire. » Elle se leva. « Je ne demande pas à remplacer les thérapeutes certifiés. Je demande à travailler avec eux, à offrir une perspective différente, à aider les enfants autistes à se sentir compris. » Le silence envahit la pièce. Puis la femme à côté du coordonnateur se leva également. « Je suis le docteur Carla Renaud, superviseur des programmes spécialisés. Claire, votre dossier montre que vous travaillez ici comme agente d'entretien depuis 6 ans, sans plainte, sans problème. Mais y a-t-il des informations sur votre fils ?» Claire cligna des yeux. « Thomas, décédé il y a 6 ans. Autisme sévère. J'ai développé des techniques de communication alternatives avec lui. Et ces techniques fonctionnaient ? Elles fonctionnaient. Thomas avait une meilleure qualité de vie. Il communiquait, il apprenait, il vivait. Jusqu'à l'accident, murmura le docteur Renaud, lisant quelque chose sur l'écran de son ordinateur portable. Claire acquiesça. Le docteur Renaud regarda le coordonnateur. « Frédéric, cette femme n'a pas de diplôme, mais elle a l'expertise, l'expérience du terrain, et plus important, elle a des résultats prouvés. Un seul résultat ne fait pas une méthodologie reproductible, » répondit M. Lambert. « Non, » concéda le docteur Renaud, « mais c'est un point de départ pour la recherche. Et c'est pourquoi je vais proposer quelque chose. » Elle se tourna vers Claire. « Accepteriez-vous de mener un programme pilote ? 6 mois, 3 écoles, 10 enfants du spectre. Vous travaillez avec eux, vous documentez tout et nous évaluons les résultats avec vous. Si ça fonctionne, continua-t-elle, vous obtenez une formalisation, un poste de consultante officielle, un salaire adéquat et une formation officielle pour obtenir les diplômes, si vous le souhaitez. Et si ça ne fonctionne pas ? Demanda Claire. Si ça ne fonctionne pas, le programme s'arrête et nous aurons tous appris quelque chose d'important sur les approches alternatives. Claire sentit son cœur s'emballer. J'accepte. Monsieur Lambert leva les yeux au ciel, mais on passa au vote, 5 pour, 8 contre. Quand Claire quitta cette salle, elle n'était plus une agente d'entretien. Elle était consultante officielle en communication alternative pour l'éducation spécialisée. Elle était une professionnelle, et surtout, elle était reconnue. À la sortie, le docteur Renaud la rattrapa. « Votre fils aurait été fier », lui glissa-t-elle. Claire se contenta de hocher la tête. Elle ne pouvait pas parler. Thomas avait toujours dit que Claire était spéciale. Finalement, le monde était d'accord. 2 semaines après le début du programme pilote, Béatrice Fournier appela Claire pour une réunion urgente dans son bureau. « Nous avons un problème », dit Béatrice en fermant la porte. Claire s'assit, tendue. La psychologue, Madame Dubois, a envoyé une plainte officielle à l'inspection. Elle dit que vous interférez avec ses protocoles, que vous remettez en question son autorité et que vos méthodes sont non scientifiques et potentiellement dangereuses. Claire sentit son estomac se nouer. Elle a aussi contacté l'ordre des psychologues de la région. Ils enquêtent pour savoir si vous pratiquez la thérapie sans licence. Mais je n'ai jamais dit que j'étais thérapeute. Peu importe, Patricia Dubois affirme que vous l'êtes et que c'est dangereux. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Patricia Dubois entra, accompagnée de 2 hommes en costume. « Madame Fournier, Claire Moreau », commença Patricia, la voix froide. « Voici des représentants de l'ordre professionnel. Nous sommes venus vous notifier que vous faites l'objet d'une enquête pour exercice illégal de la thérapie. » « Je n'exerce pas la thérapie, » répondit Claire en gardant son calme. « Je facilite la communication. »« La communication, c'est de la thérapie, » répliqua l'un des hommes. « Toute intervention à visée thérapeutique nécessite les qualifications appropriées. Même si elle aboutit à un diagnostic précis et sauve une vie,
demanda Claire. Surtout dans ces cas-là, intervint Patricia, parce que cela crée un précédent dangereux. Si n'importe qui peut faire de la thérapie, c'est tout le domaine qui s'effondre. Béatrice se leva. Avec tout le respect que je vous dois, Patricia, Claire ne fait rien effondrer. Elle offre une perspective complémentaire. Complémentaire est un joli mot pour insubordination, la coupa Patricia. Elle a ignoré les protocoles. Elle a défié mon autorité. Et maintenant, on la traite en héroïne alors que je passe pour la méchante. Personne ne vous traite de méchante, dit doucement Claire. Non, alors pourquoi tous les parents ont-ils commencé à remettre en question mon approche? Pourquoi l'inspection envisage-t-elle de mettre en œuvre son programme au lieu de renforcer mon travail? Le silence s'installa. Patricia continua, la voix se brisant légèrement. J'ai fait 8 ans d'études, j'ai des certifications, je suis des protocoles basés sur la recherche, et une agente d'entretien arrive et obtient plus de résultats en 2 jours que moi en 2 ans. Un des hommes posa la main sur son épaule. Patricia respira profondément. « Je dois être honnête, reprit-elle. Ce n'est pas seulement professionnel, c'est personnel. J'ai l'impression que mon travail est remis en cause, que les gens pensent que je suis incompétente. Vous n'êtes pas incompétente, répondit sincèrement Claire. Vous êtes coincée dans un système qui ne fonctionne pas pour des enfants comme Léo. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute du système. Jolie parole, rétorqua Patricia, mais elle ne change rien au fait que vous pratiquez la thérapie sans licence. Alors, comment avançons-nous? Demanda Béatrice aux hommes de l'ordre. Il y a des options, dit le représentant. Claire peut cesser les interventions directes, se contenter de superviser d'autres thérapeutes certifiés qui appliquent ces méthodes. Pouvez-vous former mes thérapeutes? Demanda Patricia à Claire. Claire cligna des yeux, surprise par la question. Oui, si vous voulez apprendre. J'ai besoin d'y réfléchir. Les hommes de l'ordre partirent peu après avec Patricia. Béatrice et Claire restèrent seules. Désolée pour ça, murmura Béatrice. Ce n'est pas votre faute, répondit Claire. Patricia avait peur. Elle l'a juste canalisée en résistance. Et maintenant, le programme pilote, il continue, mais différemment. Je vais former des thérapeutes certifiés. Ils mettront en pratique, et je superviserai. Béatrice sourit. Savez-vous, vous êtes plus sage que n'importe quelle personne diplômée que je connaisse. Claire se contenta de secouer la tête. 3 jours plus tard, Patricia entra dans la salle où Claire organisait le matériel de formation. « J'ai réfléchi à votre offre, » commença Patricia, « et j'aimerais apprendre vos méthodes. » Claire se leva. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? » Parce qu'hier, un enfant a fait une crise. J'ai essayé mon protocole. Rien n'a fonctionné. Puis je me suis souvenu de vous, de la façon dont vous regardiez Léo, comme si vous écoutiez ce qu'il ne pouvait pas dire. Patricia prit une grande inspiration. Je veux apprendre à écouter de cette façon-là, moi aussi. Claire lui tendit la main. Patricia la serra. C'était le début d'une vraie transformation. Les jours suivants, Claire commença la formation avec Patricia et 2 autres thérapeutes de l'école. Lors de la première séance, elle travailla avec Léo pendant qu'ils observaient. « Regardez comment il communique par schéma rythmique », expliquait Claire en frappant des mains. « Ce n'est pas aléatoire. Il y a une logique, une structure, un langage propre. » Léo suivait chaque mouvement, ses yeux fixés sur Claire. « Maintenant, essayez », demanda Claire au thérapeute. L'une d'elles, Julie, s'agenouilla à côté de Léo. « 1, 2, 3 » demanda-t-elle timidement. Léo cligna une fois. « Oui ». Elle frappa des mains. 1, 2, 4. Léo rit. Pour la première fois depuis des semaines. La thérapeute se tourna vers Claire, les larmes aux yeux. Je ne l'avais jamais entendu rire. Patricia observait, debout, en train d'assimiler. À la fin de la séance, elle s'approcha de Claire. « C'est complètement différent de ce que j'ai appris. »« C'est plus simple, » répondit Claire. « Moins axé sur le diagnostic, plus sur la communication. Et si vous aviez tort ? Et si c'était juste un renforcement positif temporaire? Alors nous aurons appris quelque chose. Mais si vous n'essayez jamais de comprendre l'enfant d'abord, vous ne le saurez jamais. » Patricia hocha lentement la tête. « Vous avez raison, j'étais tellement concentrée sur la correction que je n'écoutais pas. » 2 semaines plus tard,
la mère d'une autre enfant du programme, arriva à l'école en larmes. Ma fille a dit 3 mots entiers aujourd'hui. 3. Je n'étais jamais arrivé. La petite fille, Chloé, avait un autisme sévère avec une communication quasi inexistante. Claire avait commencé à travailler avec elle 5 jours plus tôt. Chloé a réussi à communiquer ce qu'elle voulait grâce au schéma, expliqua Patricia, devenue une alliée de Claire. Du coup, quand elle a essayé de parler, elle avait quelque chose de concret à dire. La mère serra Claire dans ses bras. « Vous êtes un ange. » Claire se contenta de sourire tristement. « Je suis juste quelqu'un qui a appris à écouter, rien de plus. » Mais ce soir-là, le docteur Renaud, la superviseure des programmes spéciaux, arriva à l'école. « J'ai des nouvelles », annonça-t-elle dans la salle des maîtres où Claire, Béatrice et Patricia prenaient un café. Les résultats du programme pilote sont extraordinaires. Sur les 10 enfants, 8 ont montré une amélioration significative de la communication. 3 ont été diagnostiqués avec des problèmes médicaux sous-jacents qui provoquaient les crises. Béatrice afficha un large sourire. Cela signifie que le programme est approuvé. Nous voulons l'étendre à toutes les écoles de la circonscription. Et Claire, nous vous voulons comme directrice du programme. Claire se leva du canapé. Directrice, avec la formation officielle que nous allons vous fournir. Vous continuerez à apprendre, à obtenir des qualifications, mais en tant que leader, votre méthode est désormais officiellement reconnue par l'inspection académique. Patricia applaudit. Les autres enseignants présents dans la salle s'y mirent aussi. Claire sentit le sol vaciller. « Je n'ai pas les mots. Vous le méritez, » chuchota Patricia. « Vous n'avez pas seulement changé la vie des enfants, vous avez changé la nôtre aussi, la mienne. » Le docteur Renaud s'assit à côté de Claire. « Il y a autre chose. L'ordre des psychologues a pris contact. Ils veulent que vous interveniez dans leur programme aussi, formellement, en tant que spécialiste de la communication alternative. Ils ont changé d'avis sur le fait que j'exerce sans licence. Vous n'exercerez pas sans licence, sourit le docteur Renaud. Vous exercerez en tant que consultante sous supervision professionnelle. C'est parfaitement légal. Et surtout, c'est reconnu. » Claire regarda la photo de Thomas, qui était maintenant accrochée au mur de la salle des maîtres. Béatrice lui avait demandé de la mettre là. « Alors c'est vrai ?» murmura Claire. « Tout cela est vrai ?»« C'est vrai, » répondit Patricia. « Et ce n'est que le début. » 3 semaines plus tard, Léo eut sa dernière séance avec Claire avant d'être transféré à un thérapeute certifié qui avait appris ses méthodes. « Tu vas devoir apprendre à travailler avec d'autres personnes maintenant, » expliqua Claire. « Parce que bientôt je serai occupée à apprendre à beaucoup d'adultes à faire ce que nous avons fait ici. » Léo prit la main de Claire. « Je reviens ?» demanda-t-il d'une voix claire pour la première fois. Claire se figea. C'était la première fois qu'elle l'entendait prononcer une phrase complète. « Je reviens te voir », répéta Léo, plus assuré. « Toujours, mon grand, toujours, quand tu auras besoin de moi. » Sophie, qui regardait depuis la porte, couvrit sa bouche de sa main. « Il n'avait jamais parlé comme ça. Il l'a toujours pu, » répondit Claire. « Il fallait juste que quelqu'un croie que c'était possible. » Et à cet instant, Claire comprit enfin. Il ne s'agissait pas des techniques, il s'agissait d'honorer l'humanité de chaque enfant et d'honorer la mémoire de Thomas à travers chaque vie qu'elle touchait. Léo quitta l'école en tenant la main de sa mère. Le garçon qui, 3 semaines plus tôt, entrait dans des crises sévères, marchait maintenant paisiblement, conversant dans son propre langage de schémas et de sons. Sophie se tourna vers Claire sur le seuil. « Merci, vraiment, pour tout. » Claire se contenta d'acquiescer. Elle ne pouvait pas parler sans pleurer. Alors qu'il se retournait pour partir, Léo regarda en arrière. Il frappa des mains. 1, 2, 3. Notre séquence spéciale. Claire répondit en frappant les mêmes mains. Léo sourit et partit. Ce soir-là, Claire rentra chez elle, sa petite maison qui avait été vide si longtemps. Elle s'assit sur son lit. Elle prit la photo de Thomas. « On a réussi, mon fils. On a réussi. » Elle pleura. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de douleur, c'était du soulagement, de la paix, le sentiment d'un but accompli. 2 semaines plus tard,
Claire était à l'inspection académique, donnant sa première conférence officielle sur la communication alternative pour les enfants autistes. 50 enseignants, 30 thérapeutes, 20 parents. La communication n'est pas seulement la parole, expliquait Claire en faisant défiler des diapositives avec des vidéos de Léo, Chloé et d'autres enfants en plein progrès. C'est toute forme d'expression, schéma, rythme, mouvement, son, couleur. Chaque enfant a son propre langage. Notre travail est d'apprendre ce langage, pas de le corriger. Une enseignante leva la main. Mais comment savoir si nous ne renforçons pas simplement des comportements problématiques? Bonne question, répondit Claire. Parce que le comportement problématique apparaît lorsqu'un enfant ne peut pas communiquer. Quand il y parvient enfin, le comportement disparaît. Elle montra une vidéo. Voici Gabriel. À 8 ans, il avait 5 crises par jour. Aujourd'hui, après 2 semaines avec notre méthode, 0 crise. Parce qu'il a enfin pu communiquer qu'il avait une allergie alimentaire que personne n'avait identifiée. Les parents dans l'assistance pleuraient. Quand la conférence se termina, une mère s'approcha. « Ma fille est autiste, personne n'arrive à l'aider. Pouvez-vous le faire ?» Claire sentit le poids familier de cette question. « Oui, nous allons essayer ensemble. » 6 mois plus tard. Le programme de Claire était en place dans 15 écoles. 300 enfants y avaient participé. 98% montraient une amélioration de la communication. 35 diagnostics médicaux avaient été découverts lors des séances. Béatrice Fournier était désormais reconnue comme la directrice d'une école modèle en matière d'éducation inclusive. Patricia Dubois était devenue co-coordonnatrice du programme, travaillant main dans la main avec Claire. Elles étaient dans une salle en train d'analyser des données quand Patricia murmura « Tu sais, tu m'as sauvé moi aussi. » Claire la regarda. « Quand tu es arrivée ici, j'étais perdue, prisonnière de protocoles qui ne fonctionnaient pas. Je remettais en question mon choix de carrière. » Patricia inspira profondément. « Maintenant, je travaille avec toi, et je vois de vrais résultats. J'ai l'impression de faire une différence. »« Tu as toujours fait une différence, » répondit Claire. « Tu ne savais juste pas que c'était possible d'une autre manière. » 1 an plus tard, Claire était dans son nouveau bureau, officiel, avec une plaque sur la porte. Claire Moreau, directrice des programmes de communication alternative. Au mur à côté de la photo de Thomas, il y avait une autre photo, Claire avec Léo, Chloé, Gabriel et 15 autres enfants qu'elle avait aidés. Le docteur Renaud entra sans frapper. « Nous avons une proposition. L'université veut que vous développiez un cursus de spécialisation, un certificat officiel en communication alternative pour les enfants neurodivergents. »« Moi ?» demanda Claire, surprise. « Je n'ai même pas de licence. Vous avez mieux. Vous avez la connaissance pratique et une méthodologie éprouvée. L'université le reconnaîtra. » Claire s'adossa à sa chaise. « Combien de temps cela prendra-t-il ? 2 ans d'études intenses, de recherche, de développement de programmes. Et après ? Après, vous aurez une formation officielle. Vous pourrez former des thérapeutes dans les universités, publier des recherches, peut-être même un livre. » Claire regarda à nouveau la photo de Thomas. Il disait toujours que j'étais spécial, que j'avais un don pour comprendre les gens différents. Il avait raison, sourit le docteur Renaud. Vous acceptez ? Oui. Ce soir-là, Claire rentra chez elle. Elle prépara un thé, s'assit sur sa terrasse. Elle regarda les gens passer dans la rue, chacun avec sa propre histoire, ses propres barrières. Elle pensa à Léo qui apprenait à parler, à Chloé qui découvrait qu'elle pouvait être comprise, à Gabriel qui communiquait son allergie, à Patricia qui apprenait que l'empathie était plus importante que le protocole, à Béatrice qui transformait une école d'un lieu de silence en un lieu de compréhension, et à Thomas, toujours à Thomas. Son fils avait vécu 8 ans de lutte, d'incompréhension, d'un monde qui essayait de réparer quelqu'un qui n'était pas cassé. Mais à travers sa mort, à travers son héritage, Claire était maintenant en train de réparer le monde. Un schéma rythmique à la fois, un enfant compris à la fois. Elle leva sa tasse de thé. « À la vie, Thomas, à ta vie,
et à toutes les vies que nous allons toucher parce que tu nous as appris à aimer différemment. À l'autre bout de la ville, dans une chambre d'hôpital, Léo dormait profondément. Sa mère à ses côtés, observant le garçon qui avait appris non seulement à communiquer, mais à croire qu'il méritait d'être compris. Et dans chaque école participant au programme, d'autres enfants commençaient leur propre voyage pour être entendus. Non pas parce qu'ils étaient guéris, mais parce que quelqu'un avait enfin appris leur langage. Le langage que Thomas avait enseigné à Claire, et que Claire enseignait maintenant au monde. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous vous êtes reconnu en Claire, en Léo, en n'importe quel enfant qui avait juste besoin d'être compris, laissez un « j'aime ». Votre « j'aime » nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je mets un point d'honneur à répondre avec affection à ceux qui prennent un moment pour commenter. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire, comme celle-ci, d'histoires qui transforment des vies, abonnez-vous à la chaîne. Chaque abonnement est ce qui me donne l'énergie de continuer cette aventure. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai laissées à l'écran pour la regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.